Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler du voyage sans voiture. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent nous pousser à se passer de sa voiture en voyage. Elles sont d'ordre écologique, économique ou tout simplement pragmatique si on n'a pas le permis de conduire ou si comme moi, on déteste la conduite. Dans le précédent podcast, j'ai évoqué les voyages itinérants à pied et à vélo qui sont bien sûr d'excellents moyens de voyager sans voiture mais qui ne sont pas les seuls. En effet, on peut avoir envie d'un séjour sans voiture en itinérance sans forcément se lancer dans un trek de plusieurs jours ou dans une itinérance 100% à vélo. Et dans ce cas-là, les questions de l'intermodalité se complexifient un petit peu. C'est pourquoi, dans cet épisode, je partage une méthodologie et des ressources pour vous aider à concocter ou à trouver de jolis séjours sans voiture. Dans la première partie, je vais surtout me concentrer sur l'élaboration de séjours sans voiture en indépendant. Bien sûr, la question du transport va être centrale quand on veut voyager sans voiture parce qu'il va falloir trouver des alternatives. Alors soit il y a des cas de figure où c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on veut par exemple faire un city trip. Bon bah là, souvent il y a juste besoin de prendre un train d'un point A et un point B et puis on est sur place et après il y a les transports urbains donc c'est très très facile. Mais des fois c'est plus compliqué parce que soit on part pas de grande ville à grande ville, on est par exemple on part d'une ville moyenne pour aller dans une autre ville moyenne ou dans un village ou en milieu rural, etc. Et donc dans ces cas de figure-là, l'itinéraire souvent est plus complexe et combine différents moyens de transport qui peuvent être le train, le TER, des bus régionaux, des bus locaux, pourquoi pas du covoiturage, la marche ou le vélo. Heureusement aujourd'hui, que ce soit pour élaborer des itinéraires assez simples ou plus complexes, il existe de nombreux outils, notamment des sites internet ou des applications. Quand l'itinéraire est basé sur un seul type de transport, c'est assez facile d'utiliser des sites, par exemple pour trouver un itinéraire en train, on va aller sur le site de la SNCF, si on cherche un covoiturage, on va aller sur Blablacar, si on cherche un trajet long en bus, on va aller sur une des compagnies de bus. Mais si on veut aller dans un endroit et qu'on ne sait pas du tout comment y aller sans voiture, quand ça nous paraît compliqué, le plus simple, c'est d'aller sur une plateforme ou une application d'itinéraire qui prend en compte justement cette pluralité de transports possibles. Ces outils-là, il y en a beaucoup, il y en a énormément, ils ont fleuri ces dernières années, mais pour en avoir testé pas mal, je trouve que c'est pas toujours très très fiable. Pour tester ces plateformes, j'ai fait plusieurs recherches différentes et j'ai comparé en fait. Alors le premier test que j'ai fait, c'est Paris-Villard-de-Lans. Alors Villard-de-Lans, c'est un village de montagne qui est situé pas très loin de Grenoble, donc je sais comment y aller depuis Grenoble vu que j'habite dans cette ville. Et je voulais voir si la plateforme pourrait me trouver vraiment la connexion justement au niveau de la gare de Grenoble, la connexion en bus. Il y a certaines plateformes qui ne me proposent que le Paris-Grenoble et puis après, je me débrouille. Bon, sachant que à pied, ça fait quand même une sacrée trotte. Et il y a d'autres plateformes qui me trouvent bien le Paris-Grenoble en train, puis la connexion en bus régional. Ensuite, j'ai fait un autre test, alors celui-ci est beaucoup plus complexe. J'ai fait Grenoble-Faro. Donc Faro, ça se situe au Portugal. Parce que voyager sans voiture, on peut aussi très bien le faire avec des pays européens limitrophes, par exemple. Je savais que c'était un itinéraire qui était assez compliqué parce qu'il y a plein de trains différents à prendre, de bus, etc. Et je voulais voir s'il y avait des plateformes qui arrivaient à passer cette épreuve du feu, et il y en a quelques-unes qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Alors le premier outil que j'ai sélectionné, qui me semble très efficace, c'est Google Maps. Alors il est effectivement
hyper connu, peut-être que vous l'avez déjà utilisé pour des itinéraires locaux, mais pour les itinéraires vraiment plus lointains, au-delà de l'aspect GPS en voiture, je trouve que c'est de plus en plus efficace aussi pour vous donner les alternatives en transport en commun, que ce soit en train, en bus, métro, etc. Ensuite, un autre site et application, c'est Rome de Rio. Donc, alors cette application, en plus, elle est valable sur le monde entier, donc c'est pas que en France. Et ça permet vraiment de trouver des itinéraires, et souvent très complexes, c'est-à-dire des itinéraires où il peut y avoir plusieurs changements, plein de types de transports différents. Et parmi tous les outils qui existent sur ce genre de service, je trouve que c'est un des plus efficaces. Alors mes conseils, quelles que soient les plateformes ou applications que vous allez utiliser pour trouver un itinéraire, c'est toujours de comparer plusieurs plateformes, parce que des fois, voilà, on peut penser qu'on ne peut pas rallier par les transports en commun telle destination, alors qu'en fait, il y a des possibilités, c'est juste que la plateforme n'a pas aggloméré les informations qui permettaient de retrouver l'itinéraire. Et puis avec l'expérience, vous allez trouver l'outil qui vous convient le mieux. Et une fois que vous avez la proposition de cet outil-là, c'est d'aller vérifier quand même l'information parmi les différents transporteurs. Donc si par exemple on vous propose tel train, allez vérifier sur le site de la SNCF que ce train-là existe bien à ce moment-là, etc. Parce que souvent quand on fait la recherche sur les plateformes, on peut les faire comme ça sans forcément vérifier les dates, etc. Donc c'est bien de vérifier quand même le transport au moment où vous allez le prendre. Donc si vous n'avez rien trouvé, ce que je vous propose, c'est de procéder un petit peu par étapes, c'est-à-dire du plus grand tronçon de trajet jusqu'au dernier kilomètre. Donc déjà, vous pouvez vous rendre dans un premier temps sur le site de l'office de tourisme de la destination où vous voulez aller et d'aller regarder dans la rubrique « Comment s'y rendre ». Souvent, là, il y a pas mal d'indications qui vous permettent de vous donner, par exemple, les différentes gares à proximité, parce que, par exemple, si c'est sur un territoire rural, dans une région où on n'est jamais allé, on n'a pas forcément une visibilité des gares qui sont desservies, donc ça peut vous donner déjà un petit coup de main par rapport à ça. Et puis, souvent, il y a aussi des informations sur le nom des bus régionaux, etc., etc. Dans un premier temps, donc, voilà, essayez de déjà situer là où vous allez, avec quel transport vous allez faire le plus grand tronçon de votre itinéraire, c'est-à-dire est-ce que ça va être le train pour vous rapprocher vraiment au maximum. Donc là, vous allez chercher la gare la plus proche. Donc vous pouvez aussi regarder la carte du réseau ferroviaire sur la SNCF. C'est assez pratique parce que on voit les connexions entre les différentes lignes et donc on peut essayer de voir aussi l'itinéraire. Parce que c'est vrai que si par exemple on va dans une destination où il y a beaucoup de changements à faire, des fois même les sites de la SNCF ne nous les proposent pas. Alors qu'ils sont possibles. Alors, ils sont certes galères, mais ils sont possibles. Une fois que vous avez fait la majorité du chemin, souvent vous allez devoir prendre un deuxième transport. Dans ces cas-là, souvent c'est les transports qui sont plus locaux, donc il y a les TER bien sûr, il y a les bus régionaux. Donc là, pour les trouver, ces transports locaux-là, et puis pour voir s'il y a des connexions possibles par rapport à là où vous allez arriver, sachez que déjà il y a des sites TER qui existent par région. Et alors souvent ce qui est plus compliqué c'est de trouver les bus régionaux, les bus locaux, on ne sait pas forcément toujours où trouver. Comme ce sont des fois des prestataires privés, on ne connaît pas forcément le nom de ces bus-là. Chaque bus régionaux ont un peu leur nom. Donc dans ces cas-là, si vous ne connaissez pas le nom de l'opérateur, je vous conseille tout simplement de chercher bus plus le nom de la région, le nom du département, et vous trouverez assez facilement la compagnie. Et donc vous pourrez ainsi voir aussi le réseau. Sachez aussi que pour des destinations qui sont très touristiques ou des stations de ski, des stations balnéaires, etc., il y a de plus en plus de navettes parfois qui sont mises en place, donc des navettes qui sont sur des tronçons qui sont un petit peu stratégiques. Donc ça, souvent, on trouve ces informations-là, notamment sur les sites des offices de tourisme ou sur les sites, par exemple, des stations de ski quand c'est des stations de ski. Et attention, souvent ces navettes, elles se mettent en place beaucoup l'été ou dans des périodes un peu clés comme les vacances scolaires. Elles sont pas forcément permanentes, donc là encore, il faut bien vérifier la temporalité pour voir si vous pourrez l'utiliser pendant votre voyage. Et ensuite viennent la fameuse question du dernier kilomètre ou des derniers kilomètres, parce que cette navette ou ce bus local va pas forcément nous déposer au pied de notre hébergement ou au pied du début de la rando qu'on avait envie de faire ou de l'activité qu'on voulait réaliser.
ce ou ces derniers kilomètres, comment on peut les faire. On peut les faire à pied, et dans ce cas-là, ce sera très important de vérifier la distance qu'il y a entre votre dernier transport et puis, par exemple, votre hébergement, mais aussi vérifier sa difficulté éventuelle, notamment si vous êtes en montagne. Des fois, vous avez que 10 minutes à pied à marcher, mais ça grimpe sévère, donc il faut un peu quand même vérifier. Ces derniers kilomètres, on peut aussi vouloir les faire à vélo. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit on a voyagé avec son vélo, donc on a bien vérifié en amont si on pouvait prendre le train avec son vélo, le bus, etc. avec son vélo. Donc ça, je vous invite à aller écouter mon épisode de podcast spécifique sur débuter le voyage à vélo que j'avais fait avec Mila d'un monde à vélo, qui donne plein de conseils autour de ça. Voilà, si vous avez voyagé avec votre vélo, une fois que vous arrivez sur place, vous avez votre vélo et vous pouvez terminer le trajet comme ça. Pareil, il faudra quand même vérifier la distance pour pas avoir de mauvaises surprises. Soit vous voulez louer un vélo une fois sur place, à la fois pour faire ces derniers kilomètres jusqu'à votre hébergement, mais aussi pour pouvoir... pourquoi pas continuer votre voyage, rayonner autour de votre hébergement, etc. Dans ces cas-là, il faudra bien faire attention à ce que soit le loueur de vélo est quand même à proximité du dernier transport en commun que vous avez pris pour pouvoir récupérer facilement votre vélo. Vérifiez aussi les horaires, parce que si vous arrivez hyper tard et que le loueur est fermé, ça va pas marcher. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est contacter le loueur au préalable, parce qu'il y a de plus en plus de loueurs de vélos maintenant qui peuvent venir vous livrer un vélo dans un endroit du territoire, par exemple à votre hébergement ou à la gare, etc., et le récupérer à un autre. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Ces derniers kilomètres, si on est dans une agglomération plutôt urbaine, on va pouvoir le faire aussi facilement avec des transports urbains comme le bus, la location de trottinettes électriques, même si je déteste les trottinettes électriques, ou la location de vélos en libre-service, etc., etc. Alors, plutôt que d'aller chercher ville par ville tous les opérateurs de transport, il y a aujourd'hui des applications qui compilent un peu toutes ces informations-là et qui permettent de regrouper que ce soit les transports en bus, les vélos en libre-service, les locations par exemple de scooters électriques, trottinettes électriques, etc. Donc il y a par exemple l'application Moovit. Donc c'est une application de transport en commun qui est utilisée dans de nombreuses grandes villes en France. Donc elle vous donne à la fois les horaires en temps réel des principaux transports, les itinéraires possibles, et puis éventuellement les informations sur les perturbations. Une autre application qui peut aussi vous intéresser, qui est assez similaire à Google Maps, mais qui est spécialement conçue pour les grandes villes, c'est Citymapper. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois de cette application-là. Elle donne aussi des informations, pareil, sur les trajets en transport en commun, mais qui inclut différentes modalités, que ce soit la marche, le vélo, les taxis, les bus, etc. Idem aussi pour Transit App, donc qui donne des itinéraires de transport en commun, et elle est disponible dans 200 villes à travers le monde. Donc vous voyez déjà que quand on voyage sans voiture, en fonction bien sûr de la destination où on va, ça peut être plus ou moins simple, mais c'est important d'avoir une certaine organisation et une certaine anticipation pour bien s'assurer tout simplement que le trajet est faisable sans voiture. Pour éviter de vous perdre dans les méandres d'internet et puis d'aller chercher plein d'informations et de plus trop savoir où vous en êtes, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois, chercher à aller à la montagne sans voiture, chercher pendant plein de temps, j'avais plein d'infos et puis au final je me disais comment on y va. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire un tableau et une carte pendant que vous faites les recherches pour vraiment centraliser toutes les informations. Dans un tableau, je vous conseille vraiment de regrouper toutes les informations, d'autant plus si vous avez une itinérance avec plusieurs étapes pour vraiment pouvoir visualiser comment vous allez vous déplacer entre chaque étape de votre voyage. Donc vous pouvez avoir une colonne type de transport par exemple, une autre colonne avec les horaires ou comment retrouver les informations sur ce type de transport, par exemple s'il y a un site internet, une application, etc. Ça peut être aussi une colonne avec le temps de trajet, une colonne avec le prix éventuellement, etc. Et puis pour les trajets où c'est vous qui allez, j'allais dire, être actif, c'est-à-dire pour la marche, le vélo, etc., c'est d'autant plus important de noter la distance, la difficulté et le temps un peu estimé pour aussi que vous puissiez le prendre en compte. Pareil, en parallèle, je vous propose de faire aussi sur Google Maps ou un autre outil du même genre, je vous conseille de localiser
et d'enregistrer avec précision les endroits des arrêts de transport, des hébergements que vous avez choisis, des lieux de visite ou des lieux d'activité que vous voulez faire par exemple, pour vraiment là encore visualiser bien les choses. Avec tout ce travail qui, je vous l'accorde, peut être un peu fastidieux, au moins on va vérifier la réelle faisabilité de son itinéraire et les conditions de réussite, c'est-à-dire quel temps il va falloir, est-ce qu'on peut le faire à toutes les saisons, est-ce que finalement le trajet est faisable mais il vous semble trop galère donc vous allez choisir peut-être une autre destination ou une autre option. Donc tout ce travail-là va vraiment vous permettre d'affiner votre projet et ensuite de le concrétiser. Ça vous permettra aussi peut-être d'orienter votre séjour sur un moyen de transport plus pratique une fois sur place. Donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a très peu de transports vraiment locaux, donc ça serait peut-être plus pratique de faire un voyage à vélo. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait c'est très facile de se déplacer à l'intérieur de la destination et que vous allez du coup vous déplacer en transport en commun et puis voguer d'une activité à une autre. Peut-être que vous allez vous dire finalement je vais me concentrer sur une partie de cette destination et pas l'autre parce que ça serait trop compliqué en transport et puis par contre cette partie-là je vais la faire en voyage à pied parce que ça a l'air très très sympa, etc. etc. Je pense aussi qu'il y a 2 aspects à prendre en compte quand on voyage sans voiture qui me semblent vraiment intéressants à avoir à l'esprit. Voyager sans voiture, ça nécessite vraiment de voyager léger. Même si on n'est pas constamment en itinérance, il faudra tout de même quand même porter ses bagages à un moment donné, lors des transferts, dans les transports en commun, etc. Et ça peut vite devenir galère si on embarque toute sa maison avec soi. C'est d'autant plus le cas, bien sûr, si on fait un voyage qui inclut plusieurs jours, par exemple, à vélo ou plusieurs jours à pied, où là, il faudra être encore plus minimaliste parce qu'on va porter sur le dos ou dans ses sacoches ses bagages. Sachez aussi que par rapport à cette question des bagages, on va sûrement en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais il peut y avoir des services aussi de transport de bagages qui existent. Pour voyager plus léger, sachez aussi qu'il y a certains hébergeurs qui peuvent prêter des fois du matériel, mettre à disposition du matériel. Donc c'est sûr que si par exemple on voyage sans voiture, on va pas forcément aller dans un hébergement où il faut ramener ses draps, où il faut ramener sa serviette, où il faut tout ramener, voilà. On va plutôt privilégier des hébergements où il y a un petit peu de tout sur place. Mais par exemple pour ceux qui voyagent avec des enfants, des fois les hébergeurs peuvent aussi prêter de nombreux accessoires, donc ça peut être très pratique pour alléger ses valises. Et puis les prestataires d'activités aussi peuvent prêter du matériel spécifique. C'est vrai que si on veut faire différentes activités, les bagages peuvent vite être alourdis par tous les accessoires en tout genre, donc pensez bien à demander aux prestataires, notamment par exemple les prestataires vélo, ils peuvent souvent prêter des casques, etc. Si vous faites une excursion par exemple en bivouac, on peut sûrement vous prêter des duvets, des matelas, vous n'avez pas forcément besoin de ramener tout votre matériel de camping, etc., etc. Donc ça aussi, vous pouvez l'anticiper pour vous éviter de vous encombrer inutilement. Et le deuxième point qui me semble important quand on voyage sans voiture, c'est de bouger moins. Alors quand je dis bouger moins, c'est pas être moins actif, pas du tout, mais c'est forcément entre un road trip et un voyage sans voiture, on va pas faire le même nombre d'étapes. Parce que forcément ça va être beaucoup plus compliqué, etc. Ce que je dis n'est pas forcément vrai pour des destinations qui ont vraiment développé une offre de transport et d'intermodalité qui est surpuissante et qui marche bien. Mais en règle générale, c'est vrai que comme c'est un petit peu plus compliqué de voyager sans voiture, on va peut-être faire un peu moins d'étapes que dans un road trip, on va dire, classique. Sauf bien sûr si on fait par exemple un train trip, c'est-à-dire qu'on voyage en train, par exemple, de ville en ville, là c'est assez facile à faire, mais sinon, en général, je vous conseille plutôt de prendre le temps à chaque étape pour éviter tout simplement de passer votre séjour uniquement dans les transports. Dans cette deuxième partie, on va cette fois-ci s'appuyer sur des itinéraires et des séjours qui sont déjà existants. On voit que des fois c'est un petit peu compliqué d'organiser soi-même son séjour, donc on va laisser faire les professionnels. Et on va aller chercher un petit peu des idées toutes faites
Alors, où les trouver? On peut regarder notamment du côté des parcs nationaux, des grands sites de France qui notamment donnent des idées très concrètes sur leurs sites internet respectifs, par exemple. Mais il y a aussi de plus en plus d'offices de tourisme et de régions qui développent des offres de séjour clés en main, sans voiture, bas carbone, zéro carbone, les intitulés varient un petit peu avec des formats différents. Donc ça peut aller du week-end en amoureux à la semaine de vacances en famille. Pour les trouver, moi ce que je fais très simplement, mais encore faut-il y penser, c'est que je vais chercher sur les moteurs de recherche, en fait, je tape le nom de la région ou de la destination, plus sans voiture. Et on trouve quand même pas mal de choses. Je vous avais déjà parlé de la région Bretagne hein, qui a beaucoup développé cet axe-là, la Normandie aussi. Et si je vous parle de tout ça aussi, c'est parce que au printemps prochain, je vais aller être testeuse de voyages bas carbone dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une région qui collabore avec l'ADEME pour justement développer cette offre de séjour bas carbone sur son territoire parce que suite à une étude, elle a pu montrer que 85% des visiteurs accueillis rejoignent la région en voiture individuelle et que 77% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité touristique sont associées au transport des voyageurs. Donc, comme la région souhaite développer un tourisme plus durable, elle s'est rapidement rendue compte que le transport était un point central pour y parvenir. Donc moi je vais tester un séjour bas carbone au niveau du parc naturel régional Landes de Gascogne, donc un séjour de 6 jours en famille. Donc je vous en dis pas plus sur le déroulé parce que ce sera l'occasion, ce test-là, de réaliser aussi un épisode immersif. Je vais vraiment vous emmener avec nous. Avant de tester ce séjour, j'ai eu envie de connaître les coulisses de sa conception. J'ai donc invité Patrick Scaglia de l'agence de voyage Alibert Trekking qui travaille sur ce projet avec la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors comment ça va? Écoutez, ça va bien, en direct sur votre réseau pour parler de voyage responsable et durable. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter et présenter aussi Alibert Trekking et surtout son rôle dans le projet de voyage bas carbone que vous faites avec la région Nouvelle-Aquitaine? Alors, je suis Patrick d'Alibert Trekking, je m'occupe de développement pour Alibert Trekking, qui est une agence spécialiste de voyage à pied et en vélo. On officie en Europe, dans le monde, et bien sûr en France, et ceci depuis 45 ans. On a à peu près 1600 offres. Le siège de notre société est basé à Chapareillan, en Isère. Et on a plusieurs autres agences en France. Pour expliquer un petit peu comment on est joint à ce projet bas carbone Nouvelle-Aquitaine, il faut remonter à bien longtemps. En 2008, Alibert Trekking a été l'un des membres fondateurs d'une association qui s'appelle ATR, Agir pour un tourisme responsable, qui réunit les agences proposant des séjours et des voyages respectueux de la planète et de ses habitants. Et c'est à partir de ce label ATR que nous avons été sollicités par le CRT Nouvelle-Aquitaine pour participer à ce projet de valorisation du voyage bas carbone. Ils cherchaient des acteurs susceptibles de proposer des séjours qui allaient dans cet esprit de voyage sans voiture ou de voyage à consommation raisonnable de carbone. Et avec Terre d'Aventure et Chamina, nous avons mis à disposition un certain nombre de séjours en vélo et en rando qui correspondaient à l'esprit et à la demande de la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine, par l'intermédiaire de son CRT, le CRT Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine, souhaitait valoriser deux secteurs. D'une part, le Pays basque et d'autre part, le secteur de Bordeaux avec le bassin d'Arcachon et les Landes. Ayant fait appel à nous, nous ont sollicité pour savoir si on avait déjà un certain nombre d'offres que l'on commercialisait pour pouvoir s'appuyer sur ces offres afin de travailler ensemble sur l'amélioration de ces offres dans un esprit bas carbone. Donc on a fait un inventaire de ces offres et ils ont procédé à une sélection. C'est, alors je dis des offres à la fois d'Alibert Trekking, de Terre d'Aventure et de Chamina Voyage. Et donc ces offres concernent le Pays basque avec des séjours qui sont proposés d'une part à vélo,
Un autre séjour qui est proposé par Alibert Trekking, qui est une traversée intégrale à pied des Pays Basques. Pour le secteur de Bordeaux, et toujours dans cette même campagne de promotion et de valorisation de produits bas carbone, on est plus sur des produits vélos avec des séjours autour du bassin d'Arcachon et dans le parc naturel régional des Landes. Et puis la création d'un séjour famille multi-activités par Alibert Trekking au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, avec une particularité, un hébergement en cabane et une totale immersion en nature qui devrait plaire autant aux enfants qu'aux parents. Comment vous faites pour construire ces séjours-là et quels sont les obstacles que vous rencontrez le plus souvent? Pour la construction, la première préoccupation, c'est l'accessibilité sur les lieux de séjour ou de voyage. Et le transport est la principale source et le poste d'impact majeur sur l'impact carbone du voyageur dans son séjour. Donc sur la clientèle française, on essaye et on préconise d'utiliser le train de manière prioritaire. On aménage également des programmes sur place en termes de services, de prestations respectueuses de l'environnement. On essaye de faire attention au nombre de transports et de transferts de bagages, à l'utilisation d'hébergements qualifiés. On fait des circuits courts pour la restauration et on respecte justement les prestataires engagés dans cette démarche-là. On travaille également sur tout ce qui est conditionnement des pique-niques. Notre activité donc de marche à pied, de vélo, est elle-même, elle, a peu d'impact sur l'impact carbone lui-même. On a une démarche très spécifique à l'échelle du groupe Voyageurs du Monde qui rassemble des agences telles que Alibert Trekking, mais également Terre d'Aventure et Chamina, pour citer qu'elles. Cette démarche implique donc 100% du carbone absorbé pour l'ensemble de nos clients, mais également nos salariés. Ce qui signifie quoi? C'est que ça implique trois actions qui ont un impact important sur nos voyages et nos séjours. La première, c'est de mesurer l'impact. Ça se fait grâce à un organisme qui s'appelle l'ADEME. Et on communique sur l'impact carbone de nos séjours, où les gens peuvent voir selon le mode de déplacement pour se rendre sur le lieu du séjour, quel va être leur impact carbone sur ce séjour. Je dirais que les clients sont acteurs de leur séjour par l'activité, mais ils le deviennent également par le choix qu'ils vont faire dans l'accessibilité sur le lieu du séjour. La deuxième action très importante et que l'on prend à tous les niveaux dans notre travail de construction de produits, c'est la proposition de solutions concrètes pour réduire cet impact carbone. On va proposer et on a mis en place un système de covoiturage sur demande. Ce sont des actions, je dirais, pour agir en faveur de la réduction de cet impact carbone. Et la dernière chose, c'est un petit peu de réparer, parce qu'on n'arrivera pas à réaliser des séjours 100% zéro carbone. Donc réparer comment? En absorbant cet impact carbone par différentes actions avec les projets de notre fondation Bâtisseurs Insolites. Ce sont des projets réalisés en faveur de la reforestation, de la plantation dans certaines zones, alors pas forcément en France, à l'échelle mondiale. 100% de tous les impacts des voyages des clients ou bien des voyages professionnels salariés doit être in fine compensé dans cette démarche de ces trois actions, donc mesurer, réduire et absorber. Alors dans la première partie, je parlais, de la difficulté aussi pour, ces voyages, sans voiture, des fameux derniers kilomètres. Comment vous essayez de répondre à cette, problématique-là? Alors vous avez parlé un petit peu de covoiturage à la demande. Est-ce que vous avez, d'autres choses que vous essayez de mettre en place? Je dirais qu'il y a une personnalisation de ce dernier kilomètre en fonction des différents programmes ou séjours qui sont proposés. On a un programme qui est en train de se mettre en place sur la Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le parc naturel des Landes de Gascogne, et notamment avec la possibilité d'arriver en train, en TGV jusqu'à Bordeaux et d'avoir ensuite un TER qui vous laisse à la gare de Langon. Mais pour rejoindre le premier lieu d'hébergement, il y a également la possibilité de poursuivre, et c'est assez insolite, de poursuivre le parcours avec le prestataire de service vélo qui peut vous livrer le vélo dès la descente de la gare, s'occuper de vos bagages pour les acheminer au premier hébergement, et vous pouvez rejoindre en quelques minutes de vélo le premier hébergement. Voilà une des solutions qui parfois est réalisable dans certains projets.
Ça me donne un petit aperçu de ce qui nous attend, vu qu'on va tester justement ce séjour dans le PNR des Landes de Gascogne, donc on sait qu'on va pédaler un petit peu. Ça vous demande, cette organisation, d'avoir vraiment une cartographie des différents acteurs sur un territoire, que ce soit les prestataires d'activités, mais aussi les hébergements, parce que j'imagine que parfois, vous choisissez des hébergements aussi en fonction de cette problématique du transport. On choisit les hébergements en fonction de la problématique de transport, mais également, dans le cas qui nous intéresse, sur le secteur de la Nouvelle-Aquitaine, on les a choisis en fonction de leur engagement en faveur de l'environnement et de l'écologie. Ces sélections d'hébergements, elle est majeure parce qu'elle reflète un esprit, une démarche en faveur d'un tourisme durable et responsable, et les prestataires sont très importants dans la construction du séjour. Sur le séjour du PNR des Landes de Gascogne, nous sommes ce que l'on appelle en production directe, c'est-à-dire que c'est Alibert Trekking qui va produire et créer ce séjour, mais il y a certaines fois, dans d'autres offres que nous mettons à disposition de la clientèle, on fait appel pour cette connaissance du terrain, connaissance des prestataires, à des réceptifs. On voit que vous avez une expertise sur ce type de séjour. C'est bien qu'il y ait des acteurs du tourisme qui proposent des offres, des séjours qui vont dans ce sens-là et qui peuvent aussi répondre aux nouvelles aspirations des voyageurs. Et je sais qu'ils sont nombreux et nombreuses à nous écouter. Je vous remercie énormément pour ces explications. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les coulisses aussi des acteurs du voyage. Donc merci à vous pour ce partage. J'ai vraiment hâte de tester ce séjour en Nouvelle-Aquitaine, dont je ferai un épisode de podcast. Et puis je manquerai pas de vous faire aussi un petit retour perso. Voilà, pour vous dire si vous avez bien travaillé. Merci beaucoup et puis à très vite. Et merci à tous les auditeurs pour leur écoute et à vous, bon voyage. Pour conclure cet épisode et vous donner des ultimes ressources, sachez qu'il y a de nombreux ouvrages aussi qui commencent à fleurir sur les idées de séjour. Vous avez notamment le guide Lonely Planet, Voyage zéro carbone en France, il y a aussi celui qui existe en Europe. Aux éditions Larousse, vous avez La France en 130 itinéraires zéro carbone, vous en avez aussi un autre qui est spécialisé sur la région Alsace, et puis vous en avez bien sûr plein d'autres. Ce que je vous conseille quand vous feuilletez un petit peu ces ouvrages-là, c'est de regarder si les itinéraires, bien sûr, vous parlent, si vous semblent aussi réalistes, etc. Puis de vous lancer ensuite et de les tester. Je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu, vous a donné envie de vous organiser, de vous concocter un petit séjour sans voiture. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes, notamment l'épisode immersif dans le PNR Landes de Gascogne. Et puis en attendant, comme toujours, je le répète et je le répéterai encore, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes qui le permettent, ou mettez-moi un petit message sur Instagram, @globeblogger. Voilà, faites-moi un petit coucou. Le podcast, ça a ce côté un peu frustrant, qu'on voit pas les gens, qu'on peut pas trop papoter avec eux, mais moi je suis une grande bavarde, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite de belles escapades, sans voiture bien sûr. À bientôt.